Alors, Dollard des Ormeaux, c'est à mon avis un héros à redécouvrir. C'est un des personnages sans doute les plus controversés de notre histoire. L'historien nationaliste Lionel Gros le présentait comme le sauveur de la colonie face à la menace iroquoise, alors que l'historien libéral Gustave Langteau le présentait simplement comme un brigand, un voleur de fourrure, un aventurier qui se serait lui-même fait prendre à son propre piège. En fait, Dollard des Ormeaux, c'est un champ de bataille idéologique entre deux écoles de pensée dans la société canadienne-française, les nationalistes catholiques d'un côté, qui sont des partisans de Dollard, et les libéraux laïcistes de l'autre, qui ont tout fait pour le dénigrer. Mais avant d'étudier ce débat historiographique, revenons aux faits, revenons aux sources historiques. En fait, les sources historiques qui nous parlent de la bataille du Soronceau sont assez limitées. C'est 7 textes. Alors, je vais vous les énumérer. Il s'agit d'abord d'une lettre du père Chaumonot, ça c'était un jésuite, qui a été copiée par Marie de l'Incarnation dans une lettre à son fils qu'elle a envoyée en France, et qui rapportait le témoignage d'un Huron qui avait été fait prisonnier par les Iroquois, mais qui avait réussi à s'évader. Il y a également la relation des Jésuites pour l'année 1659-1660, qui a probablement été rédigée soit par le père Jérôme Lallemand, soit par le père Paul Lejeune, et qui rapporte aussi le témoignage de quelques autres Hurons qui avaient réussi à échapper aux Iroquois. Il y a une notice de 6 lignes dans le journal des Jésuites, qui date du 8 juin 1660. Il y a un texte un peu plus élaboré, L'histoire du Montréal par Dollier de Casson, qui date de 1672. Dollier de Casson, c'était un prêtre sulpicien, il a été le supérieur de Saint-Sulpice à Montréal, et lui, il a fait un récit un peu plus élaboré. Il y a une allusion à la bataille du Lonceau dans une lettre du gouverneur d'Argenson, qui date du 7 juillet 1660. Marguerite Bourgeois parle aussi de cette bataille-là dans son autobiographie qu'elle a écrite en 1698, donc presque 40 ans après les événements. Elle s'en souvient pas beaucoup parce qu'elle confond le personnage de Dollard des Ormeaux avec un autre héros qui a été aussi victime des Iroquois, Claude de Brigeac. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre que quelques décennies après, on avait oublié l'exploit de Dollard des Ormeaux. Ça a marqué les esprits en Nouvelle-France pendant quelques années, mais après, on a oublié ça parce qu'il y en a eu tellement de batailles, puis tellement de massacres, puis tellement d'exploits aussi dans les guerres franco-iroquoises que finalement, l'affaire du Lonceau, c'est une parmi d'autres. Il y a un document qui est très intéressant et qui nous présente la bataille du point de vue des Iroquois. Alors, il s'agit d'un rapport rédigé par un marchand hollandais de Fort-Orange. Fort-Orange, c'était le poste de traite des fourrures des Hollandais dans l'actuel État de New York. Ça correspond à la ville actuelle de Albany, qui est la capitale de l'État de New York. Et ça nous présente le témoignage des Iroquois. Il y a quelques autres documents qui nous parlent de l'affaire du Lonceau, mais qui ne peuvent pas être considérés vraiment comme des sources contemporaines parce qu'elles ont été écrites un peu après. Je pense par exemple à l'Histoire du Canada d'après un manuscrit qui a été écrit par le sulpicien François Vachon de Belmont en 1701, et aussi l'Histoire et description de la Nouvelle-France rédigée par le père Charlevoix en 1722. Il parle à peine de la bataille. Alors donc ça montre qu'en 1722, ça avait été un petit peu oublié. Maintenant, je vais vous raconter le récit de la bataille. Alors, il y a différents textes qui ont été écrits. Quel est le texte qui peut vraiment faire autorité du point de vue scientifique? Le texte qui va faire taire les autres, tous les historiens, je dirais que c'est le texte de André Vachon, qui a été publié dans le Dictionnaire biographique du Canada en 1966. C'est la notice qui porte sur Dollard des Ormeaux. Le Dictionnaire biographique du Canada, c'est une mine de renseignements historiques. Quasiment tous les personnages importants de notre histoire ont un article là-dedans qui est écrit par un spécialiste, des professeurs d'université habituellement. Ça passe au crible de la critique de d'autres professeurs d'université. Et quand quelque chose est écrit dans le Dictionnaire biographique du Canada, il faut admettre que c'est
très difficile à réfuter. Or, l'article du DBC sur Dollard des Ormeaux est très favorable à Dollard des Ormeaux. Il va tout à fait dans la ligne de ce que Lionel Groulx et d'autres historiens en avaient présenté. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut lire sur Wikipédia. Alors, dans Wikipédia, on a plutôt la légende noire de Dollard des Ormeaux. La légende dorée, si on peut dire, dans le DBC, la légende noire dans Wikipédia. Mais évidemment, Wikipédia, c'est une source d'information qui peut être bonne, mais qui doit être prise avec certaines pincettes. Alors, qu'est-ce qu'on sait avec certitude de Dollard des Ormeaux? Il est né en 1635, il est mort en 1660, il avait donc 25 ans. Tous ses compagnons étaient dans la vingtaine. Je pense que le plus vieux avait 30 ans, le plus jeune avait 21 ans. Dollard des Ormeaux arrive à Ville-Marie en 1658. Selon le témoignage de la relation des Jésuites, c'était un homme de mise et de bonne conduite, un garçon de cœur et de bonne famille. On n'en sait pas plus que ça sur sa moralité. C'est assez difficile de faire l'histoire de Dollard des Ormeaux parce qu'on a finalement très peu de textes. Mais les Jésuites disent également qu'il aurait eu quelque affaire en France. Quel genre d'affaires, on ne sait pas, on ne pourra jamais le savoir, mais il ne faut pas s'imaginer que c'était une affaire louche, parce que si ça avait été une affaire louche, on ne l'aurait pas qualifié d'homme de bonne conduite. Et quand on connaît le climat religieux, le climat moral de Ville-Marie, que les Hollandais calvinistes de New York eux-mêmes admiraient, ben, on sait que quelqu'un d'immoral n'avait pas sa place à Ville-Marie au temps de M. de Maisonneuve. Et M. de Maisonneuve a soutenu Dollard des Ormeaux. Il lui a donné son approbation pour l'opération militaire que Dollard va entreprendre. En plus, on sait que Lambert Closse, qui était le chef militaire à Ville-Marie, a choisi Dollard des Ormeaux pour être le parrain de l'une de ses filles. Donc, tous ces indices-là nous montrent que Dollard était effectivement quelqu'un de haute moralité. Quelle était la situation militaire à ce moment-là, en 1660? Elle était très risquée parce que les Iroquois avaient rassemblé deux groupes d'armées, un de 500 guerriers sur le bord de la rivière Richelieu, qui conduit à Montréal en venant de l'État de New York. Et il y avait 300 autres guerriers qui étaient dans la région de la rivière Outaouais. Et les deux s'étaient donné rendez-vous pour fondre sur Ville-Marie. Leur intention était d'abord d'attaquer Québec, ensuite Montréal et après Ville-Marie, parce que des trois postes français, c'était Ville-Marie qui était le plus défendu. Alors, c'était un plan qui existait depuis longtemps. À chaque année, on craignait qu'il soit mis en œuvre. En 1660, assez curieusement, il semble qu'on n'était pas trop craintif d'une attaque iroquoise. Et c'est là que les Iroquois avaient décidé d'attaquer. Donc, les Français auraient été certainement pris par surprise, n'eût été de l'opération de Dollard des Ormeaux. Pourquoi l'Outaouais était quelque chose d'important à ce moment-là? C'est pour des raisons à la fois militaires et économiques. Les Iroquois, leur pays comme tel, qu'on appelle l'Iroquoisie, c'est dans l'actuel État de New York, en dessous, là, au sud des lacs Erie et Ontario. Mais il n'y avait plus de castors depuis longtemps. Depuis une vingtaine d'années, les Iroquois allaient dans la vallée de l'Outaouais pour chasser le castor pendant l'hiver. Ils revenaient par l'Outaouais, ils passaient au nez de Montréal et ensuite ils se dirigeaient par les Grands Lacs vers leur pays et allaient vendre leur fourrure aux Hollandais à Fort-Orange. Alors pendant l'hiver, les Iroquois formaient des petites bandes éparses de chasseurs et ils se rassemblaient au printemps. Alors l'idée de Dollard des Ormeaux, c'était d'aller leur tendre une embuscade et d'attaquer certaines bandes éparses d'Iroquois avant qu'ils réussissent à se rassembler. En fait, Dollard des Ormeaux avait 16 compagnons, il était 17 Français. Ils vont être rejoints par 40 Hurons, dirigés par le chef Anaotaha, qui venait de Québec. C'était les Hurons de Québec qui s'étaient réfugiés là après avoir été massacrés par les Iroquois dans l'actuelle région d'Ontario. Et puis, il y avait aussi 4 Algonquins qui venaient de Trois-Rivières,
et qui était dirigé par le chef Miti-Wemeg. Alors donc finalement, les Franco-Indiens étaient 61, les Iroquois étaient 300. C'est sûr que Dollard ne voulait pas attaquer 300 Iroquois avec 61 hommes. Alors, donc, il espérait que les choses se passent autrement. Et pour vous donner un peu une idée de la situation, on parle de 800 guerriers Iroquois. Mais toute la population de la Nouvelle-France à ce moment-là, hommes, femmes et enfants, c'est 2000 personnes. Alors, avec 800 guerriers, les Iroquois sont vraiment en supériorité numérique par rapport aux Français, même en comptant leurs alliés Hurons et Algonquins. Alors ça, c'est l'aspect militaire. Mais il y avait aussi un aspect économique, parce qu'un petit peu plus à l'ouest et un petit peu plus au nord, il y avait des Indiens qui étaient alliés aux Français. Ces Indiens-là étaient dirigés par un célèbre coureur des bois du nom de Pierre-Esprit Radisson, alors qui était un Français très assimilé aux Indiens et qui était pratiquement devenu le chef des Indiens de toute la région de la baie du Thon. Alors, eux autres aussi chassaient le castor. Ils espéraient passer par l'Outaouais pour venir vendre leur fourrure à Ville-Marie, puis après à Québec. Alors, ce que les Iroquois faisaient, eux autres, alors, ils faisaient le blocus de l'Outaouais pour forcer finalement les autres Indiens à leur vendre leur fourrure et pour aller les revendre aux Hollandais en échange d'alcool et d'armes. Donc, il y avait une espèce de blocus économique de l'Outaouais qui se faisait depuis au moins 3 ans. Depuis au moins 3 ans, la Nouvelle-France n'était plus approvisionnée en fourrure et ça causait un problème d'ordre économique à un point tel que les autorités pensaient retourner tout simplement en France. Alors, Dollard des Ormeaux part de Ville-Marie probablement vers le 20 mai 1660. Il arrive au Long-Sault le 1er mai 1660. Il s'installe dans un fortin qui avait été construit par les Indiens algonquins l'année précédente, mais qui était abandonné. C'était un petit fortin qui était en très mauvais état, mais qui était situé à un bon endroit, un endroit stratégique pour prendre une embuscade. Mais le problème, c'est que c'est pas Dollard qui a surpris les Iroquois, c'est les Iroquois qui ont surpris Dollard. Parce qu'il y a eu des éclaireurs Iroquois qui ont découvert le fort, finalement, et ils ont tout de suite donné l'alerte aux autres Iroquois qui se sont rapidement rassemblés. Les 300 se sont rapidement rassemblés parce qu'en fait, de toute façon, ils avaient prévu se rassembler plus tôt cette année-là que les autres années parce qu'ils avaient l'intention de rejoindre les 500 du Richelieu pour fondre sur le Saint-Laurent. Ça, Dollard des Ormeaux ne le savait pas. On craignait en 1660 une invasion iroquoise, mais on ne savait pas que c'était pour cette année. Les documents semblent montrer que Dollard ne s'attendait pas à affronter un groupe aussi important d'Iroquois. Mais un coup qu'il les a vus, il a quand même décidé de les affronter. Et c'est là qu'il a fait preuve de courage. Sa tactique était très très bonne, et d'ailleurs elle a été louangée par Pierre Radisson, qui s'y connaissait en matière de guerre amérindienne, parce que le fortin est installé sur le bord de l'Outaouais, et dans l'Outaouais, dans la région qu'on appelle le Long-Sault, il y a beaucoup de rapides. De telle sorte que les canots iroquois devaient longer la rive, mais à la queue leu-leu. Alors l'idée de Dollard, c'est le premier canot iroquois arrive, on le descend, le deuxième arrive, on le descend, le troisième arrive, on le descend. Bon, le quatrième, peut-être qu'il va se douter de quelque chose, puis il va appeler les autres. On aura le temps de déguerpir entre-temps. Mais si on réussissait à tuer ne serait-ce qu'une dizaine ou une vingtaine d'Indiens, c'était suffisant. Parce qu'il faut comprendre que les Indiens n'étaient pas persévérants à la guerre. Pour les Indiens, la guerre, c'est pas quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vu en Europe pendant les guerres mondiales, où on est prêt à sacrifier la moitié de ses troupes pour prendre un objectif. La guerre, pour les Amérindiens, ça ressemble plus finalement à un sport. On est prêt à prendre certains risques, mais jusqu'à une certaine limite. Quand on a remporté une petite victoire, on retourne chez soi pour s'en vanter. Si on a subi une petite défaite, on abandonne la partie. Et surtout, les Indiens n'aimaient pas faire des sièges. C'est pour ça que Ville-Marie n'était pas si menacée que ça,
Québec non plus, parce que les Indiens n'auraient pas été capables d'assiéger, de prendre ces colonies-là. Ce que les Indiens faisaient, par exemple, c'est qu'ils rôdaient autour, ils se cachaient, et dès qu'il y avait des Français isolés, ils leur sautaient dessus, surtout si c'était des femmes et des enfants. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours rester dans les fortifications. Il fallait sortir pour faire les semailles au printemps et pour faire les récoltes à l'automne. C'était là que les Indiens attaquaient les Français. Alors donc, Radisson a trouvé que c'était un excellent endroit pour tendre une embuscade. Le combat a eu lieu probablement entre le 2 et le 12 mai 1660. Les 300 Indiens, les 300 Iroquois Onontague, parce que les Iroquois, c'est une confédération de 5 tribus. Alors là, il faut être capable de nommer les 5 tribus Iroquois. Alors, je suis persuadé que vous seriez tous capables de le faire. Bon, on en a une sur 5. Je vais m'essayer. Si je réussis, ça va être la première fois de ma vie que je vais l'avoir réussi. Alors, il y avait les Agnés ou Mohawks. Alors, eux autres, c'était le groupe le groupe dominant. Puis les autres Iroquois ne les aimaient pas nécessairement. Il y avait les Onontague, il y avait les Onéyoutes, il y avait les Tsununtuan et les Goyogwin. Alors, je les ai eus, les 5. Mais là, ne me demandez pas les 7 tribus qui formaient la Confédération Huronne. Ça, je ne serais peut-être pas capable. Tout comme si je vous demandais de me nommer les 72 livres de la Bible dans l'ordre, peut-être que vous ne seriez pas capable. Vous remarquez que c'est peut-être plus facile de retenir ça que de retenir le nom des 30 nullités qui composent le cabinet de Justin Trudeau. Alors, les Onontague lancent 3 assauts contre le fortin et les 3 fois, ils sont repoussés. Et donc, ils vont faire appel aux Agnés. Il fallait qu'ils soient vraiment mal pris pour faire appel aux Agnés parce qu'ils ne les aimaient pas nécessairement, les Agnés. Alors, les Agnés et les Onéyoutes vont arriver, alors quelques jours après. Puis pendant ces quelques jours-là, il ne s'est rien passé. Les Indiens surveillaient les Français. Les Français en profitaient pour se fortifier. Mais les Français avaient un sérieux problème. Il manquait de munitions, il manquait de nourriture et surtout, ça c'est le plus grave, il manquait d'eau. Parce que quand les éclaireurs iroquois étaient arrivés, les Hurons étaient sur le bord de la rivière en train de faire les repas, faire le repas dans des gros chaudrons. Et là, quand les Iroquois sont arrivés, ils sont allés dans le fort en abandonnant leur chaudron. Donc, c'était difficile d'aller à la rivière pour prendre de l'eau parce qu'on n'avait plus de contenant. Alors ça a été un facteur important, la pénurie d'eau, et ça explique pourquoi 30 Hurons sur 40 vont déguerpir, ils vont se rendre aux Iroquois un peu plus tard. Alors, mais n'empêche que Dollard et Anahuta réussissent à tenir pendant à peu près 5 jours. Là, l'autre groupe arrive, ils sont 800 contre 61. Là, Anahuta dit il faut essayer de négocier quelque chose. Anahuta est un vieux guerrier d'expérience et il dit ça ne me dérange pas de perdre ma vie, je ne regrette rien de ma vie, mais je pense aux jeunes qui m'ont accompagné et je voudrais essayer de les sauver. Alors, il décide de négocier avec les Iroquois. Les Iroquois négociaient-ils sincèrement? Probablement pas. En tout cas, les Français, eux autres, s'en doutaient beaucoup de ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que 30 des 40 Hurons ont sauté la palissade et se sont rendus aux Iroquois avant même la fin des négociations. Alors là, les Iroquois ont pu savoir combien il y avait de gens à l'intérieur de la palissade, parce que jusqu'alors, ils pensaient qu'il était peut-être une centaine. En réalité, il était 61, puis là, il était rendu à peu près 30 après la défection des Hurons. Donc là, il était certain de pouvoir les avoir. Il n'était plus question de négocier. Les Français le savaient, et à un moment donné, ils vont tirer sur les ambassadeurs iroquois qui s'approchaient du fortin. Alors là, vraiment, la décision avait été prise par Dollard, au moins, peut-être aussi en consultation avec les autres, de se battre jusqu'à la mort, jusqu'au bout.
Alors, ça va durer encore une journée. Les Iroquois vont réussir à s'approcher du fort en se protégeant avec des boucliers de bois. Et un coup qui était près de la palissade, alors la palissade est à peu près à hauteur d'homme. Il y avait des meurtrières dont on pouvait tirer avec des fusils. Mais si on s'était approché de la palissade, là, on ne pouvait plus être atteint par les fusils. Et là, les Iroquois qui s'étaient approchés commençaient à vouloir mettre le feu à la palissade. Alors, c'est là que Dollard des Ormeaux a voulu les repousser en leur lançant un baril de poudre. Mais le baril de poudre a accroché une branche qui est retombée à l'intérieur du fort. Il a explosé dans le fort, il a blessé beaucoup de Français. Les Iroquois sont rentrés et ont massacré tout le monde. Il y a même eu un Français qui a eu, curieuse de réaction, il a pris une hache et il a fracassé le crâne des autres Français qui étaient blessés. Parce qu'il voulait leur épargner la torture, parce que les Indiens torturaient systématiquement leurs prisonniers. C'était un rituel religieux, alors on faisait un supplice qui pouvait durer plusieurs jours. Ça se terminait par du cannibalisme. Vous connaissez certainement l'histoire de Jean de Brébeuf qui a subi ce sort-là, mais il le faisait avec tous les prisonniers de guerre, indiens, français, peu importe. Alors pour leur épargner ça, il y a un Français qui a décidé d'achever lui-même ses compagnons. N'empêche qu'il y a 5 Français et 4 Hurons qui vont survivre à la bataille, mais ils vont tous être tués dans de longues tortures. Ceux qui étaient plus faibles ont été torturés sur place. Les autres ont été amenés en Iroquoisie. Et là, les Iroquois fêtaient leur victoire dans ces rituels de torture et de cannibalisme. Mais il y a quand même quelques Hurons qui vont réussir à s'échapper. Parce que les 30 Hurons qui avaient fui, finalement, on va s'apercevoir que les Iroquois n'ont pas tenu leur promesse, et eux autres aussi vont finir, pour la plupart, au poteau de torture. Il y en a peut-être 7 ou 8 qui ont réussi à s'échapper, et c'est par eux, par ces Hurons-là, qu'on connaît l'histoire de la bataille. Cette bataille est donc une défaite française à première vue, mais c'est le genre de défaite qui peut être considérée comme une victoire, parce qu'elle va avoir 3 effets positifs. Le premier, c'est que les Iroquois vont retourner chez eux. Ils vont retourner en Iroquoisie et ils vont renoncer à attaquer Québec, Trois-Rivières et Ville-Marie comme ils avaient l'intention de le faire quelques semaines plus tôt. Deuxième effet bénéfique, c'est que pendant que les Iroquois du Richelieu s'en allaient sur la rivière Outaouais, les Français de Ville-Marie ont eu le temps de faire les semailles. Ça prend 1 semaine ou 2 pour faire les semailles. C'est des semaines stratégiques et c'est là que les Iroquois auraient normalement frappé les Français. Donc, ils ont eu le temps de faire les semailles. Ça va éviter la famine, du moins pour cette année-là. Troisième effet bénéfique, l'Outaouais va être libéré et les Indiens alliés aux Français, conduits par Radisson et Desgroseilliers, vont pouvoir se rendre jusqu'à Ville-Marie. Et apporter là des fourrures pour une valeur de 200 000 livres, ce qui a sauvé économiquement la colonie. Donc, il est clair que le sacrifice de Dollard et de ses compagnons aura permis de sauver, du moins momentanément, la colonie. Mais je dis bien momentanément parce que dès l'automne 1660, les Iroquois reviennent. Et l'année suivante, ils vont revenir encore plus fort, ils vont faire encore plus de massacres qu'ils n'en avaient jamais fait. C'est en fait, il va falloir attendre l'arrivée du régiment de soldats réguliers français, le régiment de Carignan-Salière, en 1665. Il va falloir attendre ça pour que les Iroquois soient mis à la raison. Les témoignages des contemporains, dans ce que je vous ai énuméré tantôt, sont unanimes. Dollard des Ormeaux a sauvé le pays. Mais il y a quand même des questions qu'on peut se poser autour de cet événement. Les textes ne répondent pas clairement. Il faut faire des déductions. Souvent, en histoire, c'est une question de méthode, il faut faire des déductions parce que les documents ne nous donnent pas toujours toutes les réponses. Première question, Dollard connaissait-il le plan d'invasion des Iroquois? Ça, il semble que non. Il semble qu'il a été pris par surprise lorsqu'il a vu qu'il y avait autant d'Onontagués et rassemblés si tôt sur le bord de l'Outaouais. Deuxièmement, est-ce que Dollard voulait d'avance se sacrifier
Ça avec, probablement pas. Il espérait tendre une embuscade, il savait que c'était risqué, mais il s'attendait, du moins il espérait, en sortir vivant. Mais il était prêt à y laisser sa vie. D'ailleurs, on a vu qu'avant de partir, ben, tous les compagnons de Dollard ont assisté à la messe, se sont confessés, ils ont communié. Ils ont également fait entre eux un serment de solidarité à l'effet qu'ils ne feraient aucun quartier et qu'ils se soutiendraient mutuellement. Donc, on savait que c'était risqué. On ne pensait pas que c'était pour être suicidaire. Est-ce que Dollard recherchait un butin de fourrure? Il n'y a absolument aucun document de l'époque qui nous parle de ça. On peut faire une supposition. On peut se dire, ben oui, effectivement, s'il prend quelques canaux d'Iroquois qui sont remplis de fourrure, il ne laissera pas les fourrures là. Il va les ramener à Ville-Marie s'il le peut. Il va les vendre, il va se rembourser. Parce que Dollard s'était endetté pour acheter l'équipement qu'il avait besoin pour son opération. Alors peut-être qu'il y avait un espoir de butin, c'est pas impensable, mais ce n'était certainement pas le premier but. Et de toute façon, on n'a aucun document de cette époque qui nous en parle. Les dénigreurs de Dollard des Ormeaux ont fait grand cas d'un document, un billet promissoire, par lequel Dollard s'engageait à rembourser, à son retour, la somme de 48 livres à un marchand de Ville-Marie du nom de Jean Aubuisson. Alors on a dit, ah, vous voyez, la preuve qu'il espérait faire un coup d'argent au Lonceau. Bon, c'est pas une grosse preuve parce que, premièrement, c'est une petite somme, 48 livres d'une part. Dollard possédait des biens supérieurs à ça. Il y avait des terres à Ville-Marie, tout ça. C'était pas énorme. Et tout ce que ça prouve, c'est que quand Dollard empruntait de l'argent, il s'engageait à le remettre, comme le fait tout honnête homme. Mais on a essayé de tirer des conclusions certainement exagérées à partir de ce document, qu'on retrouve d'ailleurs au musée de Dollard à Carillon. On ne retrouve pas l'original, mais on retrouve une copie au musée de Dollard à Carillon. Et on ne donne pas l'explication. On dit que certains historiens en ont déduit qu'ils voulaient s'emparer de fourrure à cause de ce billet. Mais on ne donne pas la réponse des partisans de Dollard. Ça, c'est quelque chose de scandaleux que dans le musée de Dollard des Ormeaux, finalement, on présente les artefacts d'une manière à donner raison à ceux qui veulent discréditer Dollard des Ormeaux. On se pose la question sur le lieu exact de la bataille du Lonceau. Est-ce que c'était à Carillon, comme le prétendait Lionel Groulx, la plupart des historiens, ou est-ce que c'était plutôt à la ferme Rosse-Lavigne, tel que le prétend l'archéologue canadien-anglais Thomas Lee? Alors, je reviendrai sur cette question-là à la fin de mon exposé. On se demande aussi quelle pouvait être l'étendue des pertes iroquoises. Certains historiens ont dit que les Iroquois avaient perdu un tiers de leurs guerriers, ce qui nous ferait à peu près 225 hommes. C'est nettement trop. Les Indiens ne toléraient pas de telles pertes. Ils auraient déguerpi bien avant d'atteindre 200 morts. Les guerres amérindiennes en Amérique du Nord, là, les guerres franco-indiennes en Amérique du Nord, c'était pas la Première Guerre mondiale. Là. Alors, on a comme transposé une vision de la Première Guerre mondiale sur la bataille du Lonceau. Ce n'était certainement pas ça. Les Hurons qui ont témoigné à l'époque ont dit que les Iroquois avaient perdu environ une vingtaine d'hommes. On a un document, le document hollandais de Fort-Orange, nous dit que les Iroquois auraient perdu 14 guerriers et ils auraient eu 19 blessés. Sauf qu'on ne sait pas s'il s'agit des Iroquois dans leur ensemble ou simplement des alliés. Le document n'est pas clair. Il est possible qu'on parlait seulement des alliés dans ce document-là. Supposons que c'est le cas, il faut ajouter les pertes que les Onontagués et les Onéiutes ont pu avoir. Donc, on arriverait peut-être à quelque chose comme 20 ou 30 guerriers, mais certainement pas un tiers de leurs hommes. Maintenant, pourquoi les Iroquois ont-ils levé le camp et retourné dans leur pays après la bataille du Lonceau? Alors, on a dit un peu rapidement que c'est parce qu'ils avaient été terrorisés par la forte résistance de Dollard des Ormeaux.
C'est pas impossible, mais il y a une autre explication, c'est qu'en fait, ils étaient satisfaits de leur victoire et ils se sont dit, bon, on a tué une vingtaine de Français, une quinzaine d'Indiens ennemis, alors on va retourner chez nous, puis on va s'en vanter pendant tout l'hiver, puis on recommencera l'été prochain. C'était dans le génie des sauvages, comme disait Marie de l'Incarnation. Elle pense que c'est plutôt pour aller profiter de leur triomphe que par peur de leur perte qu'ils ont retourné en Iroquoisie. Maintenant, parlons du culte de l'art des Ormeaux qui a été très fort au Québec pendant au moins plus d'un demi-siècle. Comme je vous le disais tantôt, après les événements, on a assez rapidement oublié l'exploit du Lonceau. François-Xavier Garneau, dans son Histoire du Canada, en 1845, en parle dans une dizaine de lignes. Il présente Dollard comme un héros, mais sans plus. Jean-Baptiste Ferland, l'abbé Jean-Baptiste Ferland, qui a écrit un cours d'Histoire du Canada en 1861, lui insiste plus sur l'héroïsme de Dollard des Ormeaux. Il faut savoir que Garneau était un historien libéral, un partisan de Louis-Joseph Papineau et des Patriotes de 1837, alors que l'abbé Ferland était un bon catholique ultramontain, et l'histoire de l'abbé Ferland visait à réfuter le libéralisme et l'anticléricalisme de l'histoire de François-Xavier Garneau. Alors déjà, on voit dans la présentation du personnage de Dollard des Ormeaux ce clivage entre les libéraux qui tendent à minimiser l'importance du personnage et les catholiques qui tendent au contraire à magnifier l'héroïsme de Dollard. Et ça va être constant, et ça existe encore aujourd'hui, ce clivage idéologique dans la manière dont on présente Dollard des Ormeaux. L'abbé Étienne Michel Fayon a écrit une histoire de la colonie française en Canada en 1865, et lui, il insiste beaucoup sur la bataille du Lonceau. Il l'exagère peut-être un peu, notamment en disant que les Iroquois auraient perdu un tiers de leurs guerriers. Il présente Dollard non seulement comme un héros, mais comme une espèce de saint. On pourrait dire que c'est le texte de base qui va servir au culte de Dollard des Ormeaux dans les années suivantes. Ce texte a inspiré beaucoup d'autres écrivains, tant anglophones que francophones. Parce que ce qui est assez surprenant, c'est qu'au début, jusque dans les années 1920-1930, Dollard des Ormeaux était un héros aussi populaire chez les Canadiens anglais que chez les Canadiens français. Ça peut sembler étonnant que les Canadiens anglais aient fait l'éloge de Dollard des Ormeaux, mais il faut savoir que dans l'historiographie canadienne-anglaise, on essaie d'intégrer l'histoire de la Nouvelle-France. Question finalement, de mieux assimiler les conquis de 1760. Donc, pour un Canadien anglais, Dollard des Ormeaux, Frontenac, Maisonneuve, ce sont également des héros de leur histoire. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais au tournant du 20e siècle, c'était comme ça. Alors, on voit des écrivains comme Francis Parkman, Henri-Raymond Casgrain, William Chapman, Louis Fréchette, Pamphile Lemay, Mary H. Catherwood, qui ont écrit des ouvrages remarquables sur Dollard des Ormeaux. En 1910, les commémorations officielles de Dollard ont commencé. C'était à l'occasion du 250e anniversaire. Et c'est un journal anglais de Montréal, le Herald, si je me souviens bien, qui avait proposé d'organiser une cérémonie en l'honneur de Dollard des Ormeaux. Ça allait attirer pas moins de 20 000 personnes sur la place d'Armes à Montréal, en face de l'église Notre-Dame. Et on a posé une plaque consacrée à Dollard sur le monument de Maisonneuve. D'ailleurs, on peut encore voir cette plaque-là. Le journal Le Devoir, à ce moment-là, a lancé l'idée d'une souscription pour ériger un monument à l'honneur de Dollard, mais un monument spécifique. Ça va prendre un certain temps, mais le monument va être inauguré en 1920 au parc La Fontaine. C'est le document que vous avez, c'est le monument que vous avez vu à plusieurs reprises dans le documentaire qu'on vient de voir.
Pourquoi est-ce qu'on a retenu la date du 24 mai pour fêter $ des Ormeaux? La plupart des gens pensent que c'est que les nationalistes canadiens-français voulaient opposer une fête française, la fête de $, à la fête anglaise de la reine. Hein, le 24 mai, c'est le Victoria Day au Canada, la fête de la reine Victoria. Mais au départ, il n'y avait pas une telle intention, c'est un peu un hasard. Finalement, on fêtait $, le 24 mai parce que il y avait la fête de la reine, mais ce n'était pas dans l'intention d'enterrer la fête de la reine, c'était simplement de profiter d'une journée où de toute façon les gens ne travaillaient pas. Mais avec le temps, on va donner un autre sens à ça, et effectivement, à partir des années 30, on va vouloir opposer la fête de $, fête canadienne-française, à la fête de la reine, fête anglaise. Il paraît qu'on aurait tourné un film sur $ des Ormeaux en 1912, un film muet. Malheureusement, il ne nous reste rien de ça. On n'a plus le film, on ne sait même plus le titre, on ne sait plus qui était le réalisateur, mais on a trouvé certains articles de journaux qui nous parlaient d'un film qui avait été fait sur $ des Ormeaux en 1912. Alors, ce serait intéressant si on avait pu le conserver. En 1920, on inaugure le monument à $ au Parc La Fontaine, et depuis au moins 2 ans, depuis 1918 ou 19, on organisait un pèlerinage au Long-Sault. En 1919, c'est Lionel Groulx qui avait prononcé un discours à Carillon, alors parce qu'on estimait que la bataille du Long-Sault avait lieu à Carillon. C'est un village québécois, à peu près à mi-chemin entre Montréal et Ottawa. Dans les années 1920, ça a été l'apogée du culte de $, des Ormeaux, autour de l'Action française de Lionel Groulx. On pourrait dire que l'Action française de Montréal a fait avec $ des Ormeaux ce que l'Action française de Paris, dirigée par Charles Maurras, faisait avec Jeanne d'Arc. Alors, l'Action française de Paris faisait la promotion du culte de Jeanne d'Arc, et ici, on faisait la promotion du culte de $ des Ormeaux. Il y a quand même quelque chose de paradoxal là-dedans, parce que l'Action française de Paris était dirigée par des athées. Ils faisaient la promotion d'une sainte, Jeanne d'Arc. Alors qu'ici, l'Action française était dirigée par des catholiques, et même des prêtres pour la plupart, et ils faisaient la promotion d'un héros laïque, $, des Ormeaux. Alors il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal dans ça. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la propagande de guerre s'est emparée évidemment du personnage de $, dans les affiches de recrutement et tout ça. Alors, à cette époque-là, le Canada anglais lui-même était bien heureux d'invoquer l'exemple de $ des Ormeaux pour inciter les Canadiens français à revêtir l'uniforme de Sa Majesté britannique. Mais à partir de 1932, il y a eu une remise en question du culte de $. Le premier coup de salve est venu d'un professeur d'histoire de l'université McGill, E.R. Adair, qui prétendait que $ n'avait pas vraiment sauvé la Nouvelle-France, enfin qu'il s'était fait battu, qu'il avait perdu inutilement une 60aine d'hommes, et que finalement, il n'avait qu'excité davantage la haine des Iroquois contre les Français. Adair ne présentait pas $ comme voleur de fourrure. Ça, cette idée-là va apparaître un peu plus tard, mais il le présentait plutôt comme un piètre militaire. Lionel Groulx lui a donné la réponse dans le journal Le Devoir. Les articles ont ensuite été réunis dans un ouvrage qui s'appelle « Le dossier $». Et finalement, Groulx s'appuie sur les témoignages de l'époque, notamment sur le témoignage de Pierre Radisson, qui faisait la louange de $, des Ormeaux comme chef militaire. Je vais vous citer un passage de ce dossier $, de 1932. « Il reste, écrit Groulx, que l'histoire qui a ses mythes a aussi ses rongeurs, dont c'est le métier de s'essayer à la gruger. Tout de même que les rationalistes récusent a priori le surnaturel, ces gens sont d'ordinaire en méfiance contre tout héroïsme. Ils n'aiment point que l'humanité dépasse un certain niveau moral, le leur. » Alors donc, Groulx dénonçait une tendance chez les critiques de $, des Ormeaux
finalement à ne pas croire qu'un homme est capable de se surpasser, capable d'être un héros. Et souvent, c'est les mêmes gens qui sont absolument incapables de croire que quelqu'un peut être un saint. Alors, le lien entre l'anticatholicisme et l'antinationalisme chez les adversaires de Dollard Desormeaux est assez évident. En 1946, il y a eu une autre sortie contre Dollard Desormeaux, cette fois par un journaliste, un écrivain et un éditeur du nom de Lucien Parizeau, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien premier ministre Jacques Parizeau. Alors, c'est lui qui a lancé l'idée que Dollard Desormeaux était finalement un voleur de fourrure, qui espérait faire un coup d'argent en s'emparant des fourrures de pauvres Iroquois sans défense. Il était 300, les Iroquois, puis les Franco-Indiens étaient 60. Il aurait facilement pu, j'imagine, s'emparer de leur fourrure. Évidemment, ça repose strictement sur rien. Il n'y a aucun document, aucune recherche historique. Lucien Parizeau, c'est un polémiste, c'est un journaliste. Ce n'était pas un scientifique. Mais l'idée a fait son chemin parce qu'elle était soutenue notamment par l'ineffable T.D. Bouchard. T.D. Bouchard, c'était un politicien libéral qui avait été ministre dans le gouvernement d'Adélard Godbout de 1939 à 1944. Et Bouchard était connu pour son anticléricalisme. Il était membre d'une loge maçonnique, la loge L'Émancipation. C'était un partisan de l'unité canadienne, bien sûr, et un antinationaliste résolu. Il a été le premier président de l'Hydro-Québec en 1944. En fait, Adélard Godbout voulait se débarrasser de lui parce que, en tant que ministre des Travaux publics, il y avait quelques scandales qui tournaient autour de lui. On craignait que ça vienne éclabousser le Parti libéral. Alors, on a décidé de se débarrasser de T.D. Bouchard. Et pour s'en débarrasser, les libéraux fédéraux vont le nommer sénateur à Ottawa et Adélard Godbout va le nommer président de l'Hydro-Québec. Quand il arrive au Sénat, à Ottawa, il fait un discours qui a scandalisé toute la province de Québec, y compris les gens de son propre parti, parce qu'il attaquait vertement non seulement le nationalisme canadien-français, mais surtout l'Église catholique. Ça ne passait pas en 1944 et Godbout va le démettre de sa fonction de président de l'Hydro-Québec à la suite de ce discours. On ne pouvait pas le démettre de sa fonction de sénateur puisqu'il était nommé à vie. Mais ça vous situe un petit peu le personnage, et c'est lui qui a propagé finalement la conférence de Lucien Parizeau. Pourtant, durant la guerre, T.D. Bouchard était un partisan de Dollard Desormeaux. Alors, il citait l'exemple de Dollard Desormeaux pour inviter les Canadiens français à s'engager dans l'armée canadienne, alors qu'à l'époque, les nationalistes canadiens-français étaient contre la conscription, contre la participation du Canada à cette guerre. Alors, vous voyez, donc, Bouchard, qui était pour Dollard Desormeaux quand ça faisait son affaire, ben, il devient contre par la suite parce que ça fait son affaire pour d'autres raisons. Lionel Groulx, Guy Frégault, Léopold Richer, Léopold Desrosiers et d'autres historiens et sociologues importants ont donné la réplique dans un hebdomadaire qui s'appelait Notre Temps et qui était lié à l'Union nationale de Maurice Duplessis. C'était un petit peu sortir de l'artillerie lourde pour écraser un moucheron comme Lucien Parizeau. Quoi qu'il en soit, l'idée que Dollard Desormeaux n'était peut-être pas un héros commençait à se répandre. Et elle s'est manifestée par un épisode un petit peu cocasse au Petit Séminaire de Québec en 1959. Il y a eu des étudiants, il y avait un buste de Dollard qui était là. Alors, un buste de Dollard qui avait été fait par Alfred Laliberté. Les nationalistes répandaient ce genre de buste depuis les années 1920. Mais le buste de Dollard avait eu de la difficulté à rentrer au Petit Séminaire de Québec parce que le Séminaire de Québec, en général, le Petit Séminaire, le Grand Séminaire et l'Université Laval, c'était trois institutions indissociables dans ce temps-là. Alors, le Séminaire de Québec avait la réputation d'être loyaliste. Hein? On n'était pas très nationaliste à Québec. Et le recteur, à l'époque, Monseigneur Camille Roy, s'était opposé à ce qu'on ait un buste de Dollard
au séminaire de Québec. Un peu plus tard, dans les années 30, des étudiants nationalistes sympathiques à Gros ont réussi finalement à rentrer le buste de Dollard. Mais ils s'en moquent en 1959. Et là, la direction du collège décide d'enlever le buste de Dollard et de le reléguer dans les caves du collège. Alors, c'est déjà une anecdote qui montre que la perception de Dollard des Ormeaux commence à changer. Mais en fait, Dollard des Ormeaux va être surtout une victime symbolique de la Révolution tranquille. En 1960, c'est le 300e anniversaire de la bataille du Lonceau. Alors, on reparle à nouveau de Dollard des Ormeaux. Les postes canadiennes ont émis un timbre en son honneur à ce moment-là, et la Société Radio-Canada a fait même une émission de télévision, une pièce de téléthéâtre sur Dollard. Et le scénario de la pièce avait été approuvé par Lionel Groulx, par Guy Frégault. Donc, on les avait consultés avant. Ils avaient trouvé que c'était une bonne présentation de Dollard des Ormeaux, même si, évidemment, vous pouvez vous imaginer que c'était grandement romancé. Mais tout ça, c'est peut-être le chant du cygne du culte de Dollard des Ormeaux. Parce que la même année, l'archiviste du gouvernement fédéral, Gustave Langto, publie son Histoire du Canada, dans laquelle il présente Dollard des Ormeaux comme un homme courageux et un bon soldat, mais en réalité comme un profiteur, comme quelqu'un qui veut s'emparer des fourrures des Iroquois pour faire un bon coup d'argent. Groulx lui répond dans sa brochure « Dollard est-il un mythe ?» Il se moque de ces historiens et apprentis historiens qui se feraient coller un examen élémentaire d'histoire canadienne et qui présentent Dollard comme une veste de cuir d'avant le temps, un bandit à renvoyer au bagne de l'histoire. Phénomène, hélas, d'un peuple décadent que cet acharnement à salir son lit et à détruire sa propre histoire. D'autres historiens ont défendu Dollard et il y a eu en 1960 beaucoup de travaux très riches qui ont été publiés, notamment par le jésuite Adrien Pouliot, qui a publié tous les documents, toutes les sources qui nous permettent d'établir l'histoire de la bataille du Lonceau. Il a fait des analyses très intéressantes sur les motifs, les résultats de la bataille du Lonceau dans la Revue d'histoire d'Amérique française. Alors on peut dire que du point de vue scientifique, ben oui, les historiens favorables à Dollard écrasent facilement les historiens qui veulent le dénigrer. Mais vous savez, dans l'opinion publique, ce ne sont pas les savants, ce sont plutôt les médias qui l'emportent. Et les médias ont réussi à répandre cette idée que Dollard, finalement, était une espèce de bandit. En 1960, Radio-Canada faisait encore l'éloge de Dollard des Ormeaux dans une dramatique. Ben, le bye-bye de 1974 s'est moqué de Dollard des Ormeaux dans un sketch. Il y a des nouveaux héros qui apparaissent au Québec dans les années 1960. On écarte Dollard des Ormeaux, mais on fait l'éloge de Pierre Radisson. Radio-Canada a fait une série de 1957 à 1959 sur Pierre Radisson, et Pierre Radisson est devenu très populaire. Et c'est assez curieux. Pierre Radisson, comme je vous le disais tantôt, c'était un coureur de bois qui s'était pratiquement assimilé aux Amérindiens. En plus, c'était un traître au roi de France. Il va passer du roi de France au roi d'Angleterre, il va revenir au roi de France, puis finalement il va retourner au roi d'Angleterre. Il a changé de camp 3 fois dans sa vie. Et la dernière fois où il passe dans le camp du roi d'Angleterre, c'est parce qu'il n'avait pas pu obtenir de Louis XIV un titre de noblesse. Il s'était enrichi par le trafic des fourrures, mais on est dans une mentalité d'Ancien Régime. Il est plus important à cette époque-là d'avoir un titre de noblesse que d'avoir de l'argent. Il voulait un titre de noblesse. Il n'a pas pu l'avoir avec le roi de France. Il l'a obtenu avec le roi d'Angleterre. Et c'est pour ça qu'il a passé dans l'autre camp. Pierre Radisson, c'est le fondateur de la Compagnie de la baie du Son. La Compagnie de la baie du Son est une compagnie anglaise, bien sûr, mais ça a été fondé par un Français transfuge. Et c'est assez curieux, c'est assez paradoxal. On a dénigré Dollard des Ormeaux en le présentant comme un voleur de fourrure,
Et on le remplace par un autre héros qui est, lui, vraiment un trafiquant de fourrure. Mais c'est comme si ça reflète un changement de mentalité au Québec. Hein, vous savez, une société se donne toujours des héros à son image. Dollard des Ormeaux était un héros à l'image du Canada français d'autrefois. C'était un Français, c'était un soldat, c'était un catholique. Et on le remplace finalement par une espèce de héros qui est un apatride, qui est un marchand et qui est finalement une espèce d'assimilé au peuple amérindien. Alors finalement, on remplace le Canadien français Dollard par le Québécois Pierre Radisson. Un autre personnage qui va être à la mode dans les années 1960, c'est d'Iberville, Pierre Le Moyne d'Iberville. Lui, effectivement, c'est un grand héros de notre histoire. Hein, c'est pas un personnage sombre comme Radisson. Mais je veux simplement attirer votre attention sur un fait. D'Iberville, c'est lui qui a conquis la baie d'Hudson. Hein, il s'est emparé de tous les postes anglais à la baie d'Hudson. Dans les années 60, on en fait un héros, à la même époque où Hydro-Québec envisage de développer des barrages hydroélectriques sur la côte nord et à la baie James. Moi, je suis sûr qu'il y a un lien quand je vous dis qu'on se fait des héros à notre image. Chaque société trouve des héros ou présente des héros pour répondre à ses aspirations présentes. Ben, la popularité de d'Iberville dans les années 60 me semble en être un exemple. En 1960, il y a quand même eu une cérémonie au monument de Dollard des Ormeaux, mais il y avait seulement 2000 personnes. En 1910, il y avait eu 20 000 personnes. Là, on est rendu à 2000. Alors, on voit que le culte de Dollard des Ormeaux commence à décliner. Et c'est là qu'il y a un militant socialiste et indépendantiste du nom de Raoul Leroy qui lance une idée qui fera son chemin. Il dit qu'il faudrait remplacer le culte de Dollard des Ormeaux par le culte de Olivier Chénier, qui commandait les Patriotes lors de la bataille de Saint-Eustache en 1837. En 1963, le RIN, le Ralliement pour l'indépendance nationale, reprend l'idée et propose de remplacer la fête de la Reine, et donc en même temps la fête de Dollard, par une journée des Patriotes. Ça va être fait officiellement en 2002 par le premier ministre péquiste Bernard Landry. Mais rappelez-vous que dans sa jeunesse, Bernard Landry avait milité dans le RIM. Alors donc, cette idée de journée nationale des Patriotes, elle vient des premiers indépendantistes. Probablement que le RIN en voulait plus à la fête de la Reine qu'à la fête de Dollard. Mais n'empêche qu'indirectement, ils effaçaient un grand héros de notre histoire. Et je ne vois pas en quoi ça peut favoriser l'idée de l'indépendance du Québec que d'effacer ou de dénigrer des héros de l'histoire de la Nouvelle-France. En 1966, on a assisté à Montréal à la dernière cérémonie en l'honneur de Dollard des Ormeaux. C'était le 23 mai. Mais la veille, le 22 mai, il y a une bombe qui a sauté au pied du monument de Dollard des Ormeaux. On ne sait pas c'est qui a posé la bombe. C'était à l'époque du FLQ et tout ça. Il y avait plein de bombes qui sautaient à Montréal presque à chaque semaine. Le monument a été endommagé. Le lendemain, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, le notaire Yvon Groux, a fait un discours patriotique remarquable dans lequel il attaquait la réforme parent, la réforme de l'éducation qui est en train de laïciser toute la société québécoise. On pourrait dire que ça a été le dernier souffle des nationalistes liés au culte de Dollard des Ormeaux. Après 1966, il n'y a plus eu de célébration officielle pour la fête de Dollard des Ormeaux. En 1967, on a construit à Carillon un monument à Dollard des Ormeaux. C'est l'Hydro-Québec qui l'a financé pour se faire pardonner sans doute le fait qu'elle construisait un barrage qui gâchait tout le paysage du coin. Ils ont décidé de faire un monument à Dollard, mais c'était un monument funéraire. Hein? C'était pour les Français, mais aussi pour les Indiens. Ça a été fait par Jacques Folk-Ribard. C'est absolument hideux comme monument. C'est l'esprit de la contre-culture des années 1960.
60. Mais ce qui est surtout à remarquer là-dedans, c'est qu'on érigeait à dollar un monument funéraire pour enterrer définitivement le culte de dollar. Depuis ce temps-là, on a continué à s'intéresser à dollar et à parler de dollar des Ormeaux. Il y a eu un regard amérindien qui a été porté sur la bataille du Long-Sault, notamment par un historien, vous allez voir par son nom, ça sonne très amérindien, John Dickinson, qui enseigne à l'Université de Montréal, mais qui est un grand promoteur de l'histoire amérindienne. Et lui a écrit en 1981 un article dans lequel il essayait de nous démontrer que le vrai chef au Long-Sault, c'était pas Dollard des Ormeaux, mais que c'était Anahuac. Et dans le même article, il essayait de nous démontrer que les Iroquois étaient en fait des bons pacifistes et que c'est les Français qui étaient trop stupides pour accepter leur offre de paix. En réalité, dit Dickinson, les Iroquois voulaient zigouiller seulement les Hurons et les Algonquins, mais ils n'en voulaient pas aux Français. Les Français auraient dû, j'imagine, accepter une paix séparée avec les Iroquois et laisser leurs alliés se faire massacrer par leurs ennemis. Ça aurait été complètement absurde, mais Dickinson essaye de nous présenter l'histoire de Dollard des Ormeaux de cette manière-là. Un autre historien amérindien, réellement amérindien, celui-là, George Sioui, c'est un Huron. Alors lui, dans ses ouvrages, il essaie de prendre la défense de la torture et du cannibalisme rituel chez les Amérindiens. Ça, c'est intéressant à lire. Il nous explique qu'en fait, on ne peut pas comprendre, nous, le cannibalisme amérindien parce qu'on a un point de vue européocentriste. Il faut voir ça du point de vue des Amérindiens. Alors, les Amérindiens considéraient que la nature était un tout. C'est le grand cercle de vie. Et que si quelqu'un, homme, animal, meurt, ben, il continue à vivre dans ce grand cercle en étant assimilé par les autres. Donc, c'était un honneur que les Amérindiens faisaient à leurs prisonniers que de les torturer pour qu'ils puissent mourir glorieusement et de les manger pour qu'ils puissent continuer à vivre dans les entrailles de leurs tortionnaires. Autrement dit, George Sioui nous dit que le cannibalisme, il faut voir ça du point de vue de celui qui mange et non pas de celui qui se fait manger. La crise d'Oka, en 1990, a relancé un petit peu le personnage de Dollard des Ormeaux, parce qu'à nouveau, on affrontait les Indiens. Et l'animateur de radio, Gilles Proulx, qui avait passé tout l'été à parler contre les Warriors, a écrit un ouvrage sur l'histoire de la Nouvelle-France où il essayait de réhabiliter le héros Dollard des Ormeaux. Puis il y en a un autre aussi qui était très anti-amérindien et qui va chercher à réhabiliter Dollard des Ormeaux dans les années 1990, Raoul Leroy. Le même qui voulait déboulonner Dollard des Ormeaux en 1960, il veut le remettre sur son piédestal en 1990, parce que là, Raoul Leroy est contre les revendications territoriales des Amérindiens. C'est assez curieux, mais il y a quand même, parmi les adversaires de Dollard des Ormeaux, on en trouve au moins deux, Tédé Bouchard et Raoul Leroy, qui ont, à tour de rôle, fait l'éloge de Dollard, et ensuite ils l'ont dénigré, dans le cas de Tédé Bouchard. Puis dans le cas de Raoul Leroy, c'est le contraire, il l'a dénigré, puis ensuite il en a fait l'éloge. Alors ça vous donne un petit peu l'idée du manque de sérieux des adversaires de Dollard des Ormeaux. Il faut souligner aussi le travail courageux de l'historien Yves Saint-Denis, que vous avez vu dans le documentaire de l'ONF tantôt, et qui, envers et contre tous, a continué à défendre l'honneur de Dollard des Ormeaux jusqu'à nos jours. Justement, si on parle de ce documentaire de l'ONF, le film de André Lavoie sur l'affaire Dollard, c'est un très bon film, bien fait sur le plan technique, mais qui peut être critiquable sur le plan historique. Alors, traditionnellement, on avait situé la bataille du Long-Sault à Carillon. Dans le documentaire, on nous dit que c'est Lionel Groulx qui, arbitrairement et d'un trait de plume, avait décidé ça. C'est faux.
Premièrement, ce n'est pas Lionel Groulx qui a établi le lieu à Carillon, c'est un autre chercheur, c'est l'abbé Arthur Guindon. Et il s'appuyait sur des recherches assez sérieuses pour faire le choix de Carillon. Il est vrai que Thomas Lee a découvert en 1951 un fort amérindien à la ferme Rosse-Lavigne du côté de la rive sud de la rivière Outaouais, donc en territoire ontarien. Alors ça a choqué un petit peu les Québécois, parce que finalement les nationalistes québécois se faisaient comme un peu voler Dollard des Ormeaux. Ça leur réjouit les Franco-Ontariens, qui, eux autres, s'accaparaient, s'appropriaient un grand héros de notre histoire. Le Canadien anglais, à cette époque-là, était assez indifférent à Dollard. Thomas Lee, pour Thomas Lee, c'était une question de fouille archéologique. Hein. Il n'était pas pris dans l'aspect émotif de cette controverse. Mais dans le documentaire, on laisse croire que les historiens nationalistes n'ont jamais lu les rapports de Thomas Lee, qu'ils ont rejeté ça du revers de la main et finalement qu'ils ont tort. C'est faux. Parce que dès 1952, on trouve dans la Revue d'histoire d'Amérique française un article de Victor Morin qui réfute Lee. Et de toute évidence, Morin avait lu, et très bien lu, les rapports de cet archéologue. Silvio Dumas va écrire aussi un article en 1960 là-dessus, et de toute évidence, Silvio Dumas avait lu et bien compris l'argumentation de Thomas Lee. Donc, c'est faux, malgré ce que le fils de Thomas Lee prétendait, c'est faux qu'on ait méprisé les travaux de recherche de son père. Mais malgré tout, Victor Morin et Silvio Dumas s'en tiennent à la thèse de Carillon pour trois raisons. Premièrement, il s'appuie sur des textes et il s'appuie sur une étude hydrographique, donc sur des textes et sur la géographie. Il y a trois personnes qui ont vu, au temps de la Nouvelle-France, le site du fort du Lonceau et qui en ont parlé dans des textes. Probablement qu'il y en a beaucoup plus que ça qui l'ont vu. Probablement que tout le monde qui passait au temps de la Nouvelle-France sur la rivière Outaouais avait vu les restes du fort de Dollard des Ormeaux, puis il savait très bien c'était où, mais il y en a seulement trois qui nous en parlent dans des textes. Il s'agit de Radisson, de Dollier de Casson, et surtout du Chevalier de Troyes. Radisson a vu les restes du fort en 1660. Dollier de Casson, il serait allé vers 1668. Pour ce qui est du Chevalier de Troyes, le Chevalier de Troyes, c'est lui qui commandait l'expédition dans laquelle Pierre Lemoine d'Iberville s'est illustré contre les Anglais à la baie d'Hudson en 1685. Alors, il était parti de Montréal, il avait passé par l'Outaouais, puis il remontait jusqu'à la baie James, puis après la baie d'Hudson. Le Chevalier de Troyes, ça faisait pas tellement longtemps qu'il était ici, donc il connaissait pas beaucoup les lieux ni l'histoire, mais il était accompagné par des gens qu'eux autres connaissaient très bien les lieux, comme par exemple le moine d'Iberville. Et il raconte dans son récit de voyage qu'il s'est arrêté au fort qui avait servi à Dollard des Ormeaux en 1660, et il décrit dans son texte l'endroit où ça se trouve. C'est assez difficile, à partir d'un texte, de situer vraiment un endroit géographique, parce que les écrits ne sont pas toujours aussi clairs. C'est bien plus facile quand on a une carte, puis qu'on dit, ben, c'est là. Mais encore là, les cartes des années du 17e siècle, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait la précision de celle d'aujourd'hui. Mais malgré tout, quand on étudie les témoignages de ces trois-là, et surtout du Chevalier de Radisson, on a l'impression que ça correspond beaucoup plus au site de Carillon qu'au site de la ferme Rosse. Et il y a l'argument hydrographique d'Arthur Guindon, c'est le suivant. C'est que dans tous les textes, on nous dit que le fort de Dollard des Ormeaux est situé au pied du Lonceau. Or, le pied du Lonceau, dans le langage géographique, c'est l'aval d'une rivière ou d'un rapide. Alors, le Lonceau, c'est trois rapides, trois endroits. Celui qui est à la tête, c'est à Hawkesbury. La ferme Rosse, c'est à peu près au milieu.
Et carillon, c'est à la fin, au pied. Et tous les textes nous parlaient du pied. C'est pour ça qu'on a fixé ça à carillon. Ce n'était pas arbitraire, c'est qu'on avait étudié les textes. Et qui plus est, l'étude hydrographique de Arthur Guindon, qu'il a fait en 1918, montre que le rapide était situé de manière à ce que les canaux soient obligés de passer à la queue leu-leu en longeant la rive de l'actuel village de Carillon. Donc, c'était un excellent endroit pour tendre une embuscade. Les rapides ne sont pas placés de la même manière en face de la ferme Ross, et selon certains historiens, ça correspondrait plus à la description qu'on en a par les textes. Il y a aussi deux autres détails assez importants. Les textes nous disent que le fort de Dollard était dominé par une colline, alors qu'à la ferme Ross, le fort que Lee a trouvé, il est sur une colline. C'est le fort qui domine la colline, c'est pas le fort qui est dominé par la colline. Puis, dernier point, le petit ruisseau. Vous avez vu, le petit ruisseau, il passe au milieu du fort que Thomas Lee a découvert. Comment ça se fait que Dollard et ses compagnons étaient assoiffés s'il y avait un ruisseau qui traversait le fort? Alors voilà les arguments de ceux qui ont rejeté la thèse de Ross. Mais ce qui est certain, pas de Ross, mais la thèse de Lee sur la ferme Ross. Mais ce qui est certain, c'est que Thomas Lee a bel et bien découvert un fort. Mais des forts, il y en avait beaucoup au temps de la Nouvelle-France, un peu partout le long de la rivière Richelieu. Des forts, le long de la rivière Outaouais, des forts qui étaient faits par des Français, mais qui étaient faits aussi par des Amérindiens. Les Iroquois, qui étaient un peuple sédentaire, contrairement aux Algonquins, avaient développé des bonnes techniques pour faire des fortifications. Et il semble que le fort qu'on a découvert à la ferme Ross a toutes les caractéristiques d'un fort iroquois, alors que les textes nous disent que Dollard des Ormeaux s'est installé dans un fort algonquin, un petit fort algonquin, alors que le fort de la ferme Ross est assez grand. Les textes nous disent que les Français et les Indiens étaient très tassés à l'intérieur du fort, qu'il manquait de place. Le fort qu'on a découvert est tellement grand qu'il n'y en aurait pas manqué de place. Alors, Victor Morin, lui, soutenait que ce fort que Thomas Lee a découvert serait plutôt un fort iroquois qui aurait été construit par le chef Chaudière-Noir et qui a été assiégé en 1692 par le chevalier de Vaudreuil. Alors, et la fameuse légende qu'il y avait dans le coin, à l'effet qu'il y avait eu autrefois une grande bataille entre les Français et les Indiens. Hein, c'est à partir de cette légende-là que Thomas Lee a dit « je vais aller faire des fouilles, voir si je ne trouverai pas quelque chose ». Il a effectivement trouvé quelque chose. Mais la grande bataille en question ne serait peut-être pas la bataille du Long-Sault de 1660, mais peut-être plutôt la bataille de 1692, où les Iroquois ont été battus par les Français. Bon, ceci dit, on ne saura probablement jamais la vérité parce que maintenant, les deux sites ont été complètement engloutis à cause du barrage que Hydro-Québec a construit à Carillon. Donc, il est trop tard pour faire des études archéologiques ou hydrographiques. Les historiens, comme les archéologues, doivent être parfois assez modestes et se rendre compte que la véritable histoire, on la connaîtra finalement au jugement dernier. Il y a aussi une chose qui m'a un peu surpris dans le documentaire de l'ONF, c'est qu'on semble prétendre que Thomas Lee aurait été persécuté à cause de sa découverte sur Dollard des Ormeaux. Il aurait perdu son emploi, on aurait défoncé sa maison, on aurait détruit ses rapports. Oh là là! Je serais étonné que dans les années 1960, les nationalistes canadiens-français aient été assez influents au Musée national à Ottawa pour pouvoir faire du trouble à Thomas Lee. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans la carrière de Thomas Lee, mais il y a peut-être quelque chose qui allait mal à la fin, il a perdu son emploi. Pourquoi?
Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres explications. J'ai regardé sur Wikipédia la notice biographique consacrée à Thomas Lee, et ce qui m'a surpris, c'est qu'on ne parle pas du tout du fort de Dollard des Ormeaux dans la notice biographique de Thomas Lee. Il a fait toutes sortes de découvertes archéologiques sur l'histoire des Amérindiens, on les énumère, mais on ne parle pas de cette affaire-là. Ça me laisse croire que la thèse de Thomas Lee n'est peut-être pas aussi solide que ce qu'on pourrait penser. Enfin, je ferme la parenthèse sur ce point qui est très technique et qui, au fond, bon, que la bataille ait lieu à la ferme Ross sur la rive sud de l'Outaouais ou à Carillon sur la rive nord, je pense que ça ne change pas grand-chose à l'exploit de Dollard des Ormeaux. En conclusion, si Dollard revenait, ben, il trouverait que ses descendants font un petit peu pitié. Alors, je pense que nous avons besoin aujourd'hui au Québec de héros pour alimenter notre fierté nationale. On les a systématiquement détruits. Il faudrait les redresser, il faudrait les remonter sur un piédestal. Est-ce qu'il faut à nouveau relancer le culte de Dollard des Ormeaux? Je dis pourquoi pas. Il peut y en avoir bien d'autres, hein, bien d'autres héros. Par exemple, je pense à Lambert Closse, qui est assez peu connu et qui a probablement accompli beaucoup plus d'exploits dans les guerres iroquoises que Dollard des Ormeaux. On pourrait en choisir d'autres, d'Iberville ou qui sais-je. Mais il y a quand même quelque chose de sympathique chez Dollard, c'est cette espèce d'esprit chevaleresque qui va jusqu'au sacrifice de soi-même. Et ça, l'esprit de sacrifice, c'est certainement une valeur qu'il faudrait relever dans notre société québécoise aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Pourquoi, vous avez parlé un peu à la fin, mais pourquoi l'histoire publique a retenu particulièrement le personnage de Dollard des Ormeaux plutôt que Lambert Crosse ou Marguerite Bourgeois? Elle ne se rappelait même plus de lui particulièrement. Vous dites qu'il y a eu plusieurs héros qui ont défendu la colonie canadienne-française à l'époque. Pourquoi lui particulièrement? Est-ce que c'est parce qu'il est décédé? C'est le seul qui est décédé? Ou... Non, Lambert Closse aussi a été finalement tué par les Iroquois. C'est assez difficile à dire. Je pense qu'il y a des choix arbitraires ou des choix du hasard que l'histoire fait. On retient un héros plutôt qu'un autre. C'est vrai dans l'histoire de tous les pays. Oui? Si je me souviens bien, dans le film, on voit le monument à Dollard au Parc La Fontaine. Puis il y a la date de 1666, ça se peut-tu? Pourquoi il y aurait Non, moi j'ai vu 1660. Non, oui. 1666, j'ai vu cette date-là. Non, moi aussi, c'est remarqué 1666 qui est ouais, ça va. Au monument de Dollard des Ormeaux. Oui, sur un monument, il y avait la 1666. Ah, Dollard était mort depuis 6 ans à ce moment-là, donc ça ne peut pas le concerner. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Puis l'autre question, c'est l'histoire du baril de poudre qui rebondit sur une branche. Ça vient d'où, ça? Ça vient du texte de Delier de Casson. Okay. Il y a un autre texte qui nous dit que c'était plutôt un mousquet. Il aurait pris un fusil, il aurait rempli le canon de poudre pour s'en faire comme une espèce de grenade. Ah, oui. Alors, il y a deux versions qui existent, mousquet ou baril de poudre. Donc, c'est un texte très ancien. Oui. Oui, des textes du 17e siècle.